Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et la présentation d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui. Aujourd'hui, nous allons regarder l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant, l'attachement amitié dans un contexte de proche aidance. Ce que je veux regarder davantage avec vous, c'est comment prendre conscience de son style d'aidant, d'intervenant dans un contexte d'aidance. Quels sont les défis de l'aidant qui est aussi l'amoureux, qui est aussi l'enfant, qui est aussi l'ami, et quelles sont les solutions dans ces défis-là. Est-ce que j'ai encore le goût d'être l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, l'ami de cette personne ou le rôle d'aidant demande tellement d'énergie et de place que l'amoureux, l'enfant et l'ami s'éloignent un peu de tout ça. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Alors, des sources de mésentente. On n'a pas le goût de penser qu'on va y avoir peut-être des sources de mésentente, mais c'est possible parce qu'on est des êtres humains et on reste des êtres humains, qu'on soit un aidant ou un aidé. Pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Des recherches nous disent que la qualité de la relation avant qu'il s'installe un changement dans votre relation, la qualité de cette relation-là va faire que la réception pour l'aider, la réception d'un accompagnement va être équivalente. Alors, vous avez une bonne relation, vous êtes toujours bien, parlez franchement, entre amoureux, entre parents-enfants, entre amis, vous avez déjà abordé différentes situations de la vie, un peu philosophiques, tout ça, bien, le cheminement va être plus facile. Sinon, s'il y avait des pudeurs, des gênes, finalement, vous ne connaissiez pas tant que ça, chacun faisait un peu les choses de son côté, on se rejoignait à des moments communs, des choses comme ça, bien, ça va être un peu plus difficile. Alors, c'est les recherches qui nous disent ça. Dans la situation de parents-enfants, on va voir un changement au niveau, là, on va avoir une réception intergénérationnelle qu'on appelle, donc le soutien de l'enfant vers le parent. Alors, là aussi, on va voir dans les différentes études qui ont été faites que la relation qui était là avant va être porteuse de la relation future dans la démarche d'aidant-aidé. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est que pour le parent qui prend de l'âge et qui perd de l'autonomie à cause d'un contexte de santé physique ou de confusion quelconque, la difficulté, c'est d'accepter le changement de rôle. Le parent a toujours été l'aidant. Dans un couple, on va voir celui qui était beaucoup plus la personne qui répondait à tous les problèmes, qui prenait les devants, qui répondait dans le quotidien. Alors, si cette personne-là, c'est elle qui devient l'aidée, alors ça va devenir difficile pour ces personnes-là qui étaient avant des aidants de devenir des aidés parce qu'ils vont regarder l'aidant. Alors, comprenez bien, moi, je suis l'enfant, j'ai ma mère. Ma mère perd un peu d'autonomie, je deviens tranquillement l'aidant de ma mère qui était pourtant mon aidante parce que j'étais l'enfant. Alors maintenant, c'est elle qui commence à entrer dans le rôle d'aider et je deviens aidante. L'acceptation pour la personne qui était autrefois aidant de devenir aidée, c'est ça qui est difficile. Et de voir ce transfert-là et de l'accepter, c'est une période qui est complexe. Alors, ça peut engendrer deux types de... On va voir des pôles. Alors, oui, ça peut se faire graduellement et avec facilité. Et les deux pôles qu'on peut remarquer qui vont se distinguer, c'est la personne qui était autrefois aidant, qui devient aidé, qui refuse de devenir aidé. Alors, il va y avoir des réactions d'opposition, de rejet de l'aide et des ressources qui se présentent. Et aussi, on peut voir totalement l'inverse, une soumission, une situation de victime, la personne qui va vraiment devenir dépressive. Et on va voir la perte d'autonomie s'accentuer. Alors, donc,
dans la relation d'attachement qui était là autrefois, on va voir se définir graduellement, parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain, une nouvelle relation d'attachement qui va être liée au lien d'autrefois, mais qui va devenir liée aux besoins de l'un pour l'autre. Alors, comment j'ai besoin de toi pour m'aider? Comment tu as besoin maintenant de moi, même si le rôle est changé, comme aidant? Parce que ça va définir des responsabilités. Et ça, on l'entend souvent lorsqu'il y a des décès, des aidants qui vont nous dire « Je me semble que j'avais un sens, ça donnait un sens à ma vie, que j'avais une importance pour quelqu'un quelque part. Maintenant que mon aidé est décédé, j'ai l'impression de ne plus avoir de sens, que je ne sers à rien. » Alors, vous voyez, c'est la relation d'attachement qui change, qui va redéfinir les rôles et redéfinir les types de personnalités. Alors, c'est quand même bien d'en entendre parler dès le départ. Alors, encore là, on voit qu'il y a un outil qui va être utilisé. Alors, c'est ce qui m'amène, pardon, à vous parler de l'attachement blanc. Alors, Madame Géraldine Pierron-Robinet, Magali Bonnet et André Mariage ont fait des recherches et ont écrit des choses sur l'attachement blanc dans la relation d'aide. Ce qui est particulier, c'est un petit peu vers ça que je vous amène tranquillement. Ils ont appelé ça un pré-deuil qui va questionner la manière comment l'aidant va surmonter les différentes expériences de perte à l'intérieur de la relation d'aidant-aidé. Comme aidant, vous allez observer les changements graduels chez l'aidé. Et tranquillement, cette personne-là, avec qui vous avez déjà un lien autrefois, vous avez avant même, c'est-à-dire avant même un diagnostic, vous aviez un lien, un attachement à cette personne-là. Et à mesure que vous voyez les transformations chez la personne que vous aidez, vous allez vivre des petits deuils. On appelle ça des deuils blancs. Alors, la personne avec qui vous jouiez aux cartes à l'occasion a de la difficulté à se concentrer pendant le jeu, alors que c'était quelqu'un qui était très performant. A de la difficulté à tenir ses cartes, alors qu'elle n'avait jamais eu ce problème-là auparavant. Vous remarquez que la personne commence à mélanger les sortes pique, cœur, carreau, trèfle. Alors, elle va jeter sur la table les cartes qui ne sont pas appropriées. Donc, à un moment donné, vous allez constater qu'elle ne peut plus jouer aux cartes en groupe, que vous devez changer votre activité sociale. Alors, ces étapes-là qui vous amènent à ce jeu, ce n'est plus possible de jouer avec la personne. Et vous voyez, moi, j'ai identifié à peu près comme 3 étapes de deuil blanc. Bien, vous allez les vivre. Et avec ça, à chaque fois, va s'ajouter des petites choses quand vous allez vous asseoir et à réfléchir bien, je m'aperçois que c'est difficile de se préparer à l'habillement, de prévoir avec cette personne-là le moment d'aller à la toilette. Peut-être qu'il y a un problème d'incontinence, même légère, qui va se présenter. Alors, de plus en plus, vous allez devoir penser pour l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc. Il y en a une répétition quand on accompagne les gens dans une première démarche où on est en relation et que la personne reçoit un diagnostic et qu'il y a des changements dans sa vie. Alors, pour l'aidant, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a une lourdeur, qu'on va dire, qui s'installe. Et c'est important d'avoir du support pour vous comme aidant, de pouvoir parler avec les différents organismes, les différents professionnels ou les organismes communautaires qui vont faire de l'écoute et vous orienter vers une démarche qui pourrait vous aider. Surtout parce qu'à un moment donné, ça peut devenir une douleur psychique qu'on appelle. C'est quand même triste de s'apercevoir que quelqu'un perd des capacités quand on a un lien d'attachement avec cette personne-là. Et l'effort que vous faites
pour compenser ou pour aider cette personne-là à maintenir ses acquis le plus longtemps possible. Pour vous, ça va demander de l'énergie. Vous vous en rendrez peut-être pas compte au début. Vous allez trouver que non, non, c'est des petits changements. Il y a encore moyen de s'arranger. Oui, il y a encore moyen de s'arranger. Toujours. Mais ça vient chercher de l'énergie, c'est vous, et un deuil reste un deuil. Alors, c'est important d'avoir un réseau solide autour de vous, un certain accompagnement et d'être capable pour vous d'identifier et de verbaliser ce que vous ressentez. Et peut-être que ça va être selon la situation, peut-être que vous allez pouvoir en parler avec la personne que vous aidez. Parce que si cette personne-là, dépendamment de sa confusion ou pas, va se rendre compte des pertes et va avoir peur d'alourdir les choses pour vous peut-être, ou va avoir peur que vous vous tanniez, que vous ayez le goût de vous éloigner. Alors, c'est des choses qui peuvent se parler. Puis peut-être que oui, vous allez dire, honnêtement, ça me donne pas le goût d'être beaucoup avec elle. Alors, il faut installer des ressources pour garder ce qui est le fun dans votre relation, ce qui est agréable d'être ensemble. Et tout ce qui est plus lourd, le donner à des gens dont c'est le métier ou dont ils en ont fait un bénévolat particulier. Alors, il faut faire confiance. Et, chose particulière, on s'aperçoit dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais que à l'inverse, ce genre de situation-là peut provoquer une genre de symbiose dans les membres de la famille lorsque on intervient en groupe familial, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces. Alors là, on va voir des liens se créer. Je me souviens quand on accompagnait une tante, alors on était des neveux et nièces à se retrouver et ça faisait pourtant longtemps qu'on avait été ensemble et c'était l'occasion de recréer les liens pour nous. Alors, vous voyez, ça donne quand même l'occasion de solidifier notre démarche comme aidant et ça permet justement de ne pas tout avoir sur le dos de la même personne. Alors, ça peut aussi, rappelez-vous que ça peut donner l'impression, quand c'est trop lourd, que l'aidant veut fuir. Par contre, l'aidant vit sa douleur et doit supporter un vide qui s'installe dans la relation, des absences de ce qui a déjà été vécu et qui était agréable. Alors, c'est important d'aller chercher tout ce qui est essentiel pour vous. Et il faut se rappeler que comme être humain, on est confronté à notre propre image de vieillissement et à notre propre image de finitude. Est-ce que c'est ça la mort qui m'attend? Est-ce que c'est ça la vieillesse qui m'attend? Est-ce que je suis bien avec ça? Alors, vous voyez, c'est pas seulement, des fois on peut dire que c'est un accompagnement, c'est tout. Non, c'est plus que ça. Excusez-moi, je vais changer la diapo ici. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas changer. Oups. Vous voyez l'attachement qu'on a pour tout le monde. Quand on apprend, on crée des liens avec les gens, on ne se dit pas comment je vais faire quand je vais devenir l'aidant de cette personne-là, parce qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas aidant. Et on ne s'intègre pas dans ce processus-là. Et ça ne fait pas non plus partie, en tout cas ici en Amérique du Nord, de notre éducation, de montrer aux enfants à comment on s'attache et comment on va se détacher par un phénomène de vieillissement, de maladie, de mort. Malheureusement. Parce que si on l'apprenait en étant jeune, ce serait beaucoup moins difficile et douloureux parce que on l'intégrerait comme quelque chose de normal dans la vie et c'est quelque chose de normal dans la vie. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez avoir quelques ateliers qui étaient des outils qui étaient proposés, si vous voulez parler de tout ça, vous avez à l'écran mon adresse courriel à l'association bénévole. Je vous rappelle que je suis coordonnatrice des services aux proches aidants comme intervenante psychosociale à l'association bénévole de l'île d'Orléans et que tout ce que vous venez de voir a été permis et facilité grâce au financement de l'appui. Alors, bon cheminement, bon parcours, parce que c'est possible et c'est possible